Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h30. Bonsoir Richard, bonsoir à tous les auditeurs. Aujourd'hui, le programme est très simple. Nous allons parler de Pierre-Henri. Et oui, pour une fois n'est Pour pas une coutume. fois, n'est pas coutume. Alors, je dis ça parce que Pierre-Henri, donc, que les auditeurs connaissent bien, puisqu'il est là dans cette émission depuis qu'elle existe, a publié un livre qui s'intitule SOS Zinzin, chronique politique et satirique. Donc ça vient d'être publié, ça vient de paraître aux éditions Godefroy-de-Bouillon. C'est votre premier livre. Et donc aujourd'hui, je vais jouer le rôle de l'intervieweur avec vous. Avec grand plaisir. Et vous allez jouer le rôle de l'interviewé. De l'invité. Voilà. Ça change un petit peu, mais avec grand plaisir. Alors, ce livre donc, qui est paru... Alors, le sous-titre, c'est Chronique politique et satirique, parce qu'il s'agit de chroniques, de plusieurs chroniques qui sont parues plus ou moins, enfin parfois vous avez rajouté des choses dans la revue Reconquête, qui n'a rien à voir, je précise à chaque fois, avec le parti Reconquête, parce que cette revue existe depuis plus de 30 ans. Et donc, vous avez fait ces chroniques... Alors, le sous-titre politique et satirique, moi j'insiste sur le mot satirique, parce que vos chroniques sont drôles, j'allais dire cassante, c'est pas tout à fait le mot, c'est sarcastique, je dirais. Enfin, d'ailleurs, il y a eu une faute sur un site internet, ils ont comme quoi lapsus révélateur. Sur le site de la BNF, si je ne m'abuse, ils ont mal recopié le titre, ils ont mis sarcastique à la place de satirique, mais ça va aussi. C'est un lapsus qui, c'est un lapsus qui va bien, en fait. C'est en effet j'ai essayé, en tout cas, d'être sarcastique. Oui. Et donc, j'ai dit cassante parce que vous, pour parler vulgairement, vous cassez certaines personnes en deux quand même, hein, parce qu'il faut dire qu'il vous donne le bâton pour se faire battre. J'ai quelques têtes de Turcs. Hein. Voilà, c'est ça. Dans les têtes de Turcs, il y a les faciles, hein, il y a Bernard-Henri Lévy, bien évidemment. Il y a beaucoup d'élus politiques de gauche et d'extrême gauche, beaucoup d'écolos. Oui. Donc il y a des chaînes de télé que vous affectionnez. Ah oui. La chaîne, comment ça s'appelle, LCP ? Oui, la chaîne parlementaire. J'ai remarqué que la chaîne parlementaire, là, c'est une source d'inspiration pour vous. Parce que moi qui ne la regarde jamais, je la découvre à travers vos textes parce que vous inspirez, enfin, vous la consultez. En fait, c'est une matière première pour vous. Alors, c'est une matière première parce qu'on y a beaucoup d'émissions de débat, comme d'ailleurs certaines chaînes comme Arte et France 5 qui diffusent des débats politiques assez fréquemment. Des débats politiques qui sont un petit peu plus préparés et tenus que ce qu'on a sur les chaînes d'information en continu. Donc là, vous avez très souvent des panels d'invités avec des pseudo-experts. Et ces pseudo-experts sont très souvent monochromes politiquement. C'est-à-dire qu'ils vont être tous de gauche ou d'extrême gauche, ou du centre mou qui va dire oui à tout ce que dit extrême gauche. Et donc là, forcément, sur les émissions de débat de la chaîne parlementaire, par exemple, vous allez avoir des prises de position qui ne seront jamais contredites, en fait. Oui, c'est ça. S'il y a personne en face, ce n'est pas un débat, en réalité. Et c'est pas du tout du débat. Et qui vont, en fait, les intervenants vont proférer des inepties gigantesques, sous l'œil béat d'admiration du présentateur. Et c'est, en effet, pour moi, c'est une matière première, parce que c'est en réagissant sur ces propos tenus qui se passent comme des lettres à la poste, sur les chaînes de télé ou dans des revues, parce que je vais aussi beaucoup taper dans l'Obs, Libération et tout ça. Philosophie Magazine, je les adore, on en reparlera si vous voulez. Et il y en a un que vous aimez beaucoup, enfin, je précise aux auditeurs que je plaisante, enfin, c'est de l'ironie lorsque je dis que vous aimez beaucoup, c'est celui qui était à Libération et qui est passé au Nouvel Obs. Geoffrin, notre ami Laurent Geoffrin. L'incontournable Geoffrin. Mouchard de son vrai nom. Oui, voilà. Alors, en réalité, ce que vous faites dans ce livre, et ça qui est sympathique, c'est que vous les combattez en les ridiculisant. Et j'allais dire, ce n'est pas difficile, mais quand même, si, parce que vous le faites avec talent. Et donc, non, mais c'est vrai. On peut se dire, oui, c'est facile de les ridiculiser. Pas tant que ça, mais en fait, il faut vous prenez, ce qui n'est pas toujours aisé, mais vous avez la plume pour ça. Vous prenez leurs déclarations ou leurs écrits. Et vous démontrez le ridicule. Alors, on se demande s'il faut en rire ou en pleurer, mais c'est les deux en même temps, peut-être. Alors, c'est les deux en même temps. Alors, en fait, ce que vous dites est vrai. J'essaye de partir du texte et de faire un petit peu... Moi, j'ai une formation littéraire. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout fait des études scientifiques. Et je me bats d'ailleurs un petit peu, mais c'est un autre sujet, contre la prédominance des mathématiques. Et j'ai fait des études littéraires. Donc, dans les études littéraires, on fait des explications de texte. Et les explications de texte, c'est ce que j'ai essayé un petit peu de reproduire en prenant verbatim les déclarations
Ça peut être d'un article de Libération, ça peut être de Laurent Mouchard, dit Geoffrin dans le Nouvel Obs, ça peut être d'intervenants sur le plateau de, à l'époque, l'émission de Frédéric Tadei ou sur la chaîne parlementaire. Et je prends toujours mot à mot ce qu'ils disent. C'est-à-dire que je ne veux pas faire de la généralité en disant « Ah, l'extrême gauche dit toujours ça, les woke disent toujours ça ». Je prends ce qui est dit pour essayer de démontrer que c'est absurde, ridicule, grotesque, que c'est complètement contraire au bon sens le plus élémentaire, que c'est contraire à la réalité. Et en effet, je vais dire les choses de manière un peu triviale, mais je me fous de leur gueule. Oui, et c'est ça. C'est l'idée derrière, mais tout en étant quand même, tout en essayant d'avoir une base logique, une base argumentative logique pour montrer que, en fait, le roi est nu. Derrière le discours, qui est très souvent, qui est pompeux, qui est pédant, qui est verbeux, mais derrière, c'est du vent, ou ce sont des inepties. Si vous permettez, je vais lire quelques lignes de la façon... Enfin, c'est vous qui écrivez, là, donc, de votre livre, dans laquelle... c'est quelques lignes vous les écrivez pour expliquer un peu votre démarche. Et ça dit tout, en fait. Vous dites, dans le combat politique que la droite de conviction mène contre ce que l'on peut nommer la gauche, le gauchisme, le progressisme, le phénomène socialiste, le nihilisme, la déconstruction, le marxisme, le bolchevisme et tous ces avatars, il est un constat d'évidence. La plupart de nos ennemis tiennent des raisonnements proprement déments, sur une palette qui va de la bêtise abyssale au délire psychotique. Leur éloignement de la réalité la plus simple les rend grotesques. Leurs argumentaires, défient toutes les règles de cohérence et de logique. Leur malhonnêteté pataude fait de leurs mensonges de véritables insultes à l'intelligence. Face à ces phénomènes, parmi les multiples manières de se défendre et surtout d'attaquer, c'est la voie satirique que j'ai retenue, parce que souvent, les délires gauchistes sont à la fois dangereux et hilarants, pervers et ridicules, destructeurs et crétins, en un mot, risibles. Rire conserve, préserve la combativité, éloigne le désespoir, et un partenaire efficace de la logique qui nous sauve de bien des absurdités. Et elles sont légion. Voilà, ça résume, je trouve, c'est pour ça que j'ai voulu lire ce passage, parce que ça résume un peu votre technique, votre façon de faire. Bah écoutez, c'est gentil. Je dis technique, c'est comme un combat de corps à corps. Alors c'est une vraie technique, parce que c'est pas aussi simple. En fait, surtout, ce qui est très difficile pour écrire une chronique, on a des normes, vous le savez, hein, dans les magazines, donc là, c'est ce qu'on appelle des feuillets, 3 feuillets, 4500 signes. Mais ce qui est toujours très difficile, c'est de trouver un bon sujet. Et un bon sujet, en fait, c'est comme en cuisine, il faut de la matière, il faut des ingrédients pour pouvoir sortir 4500 signes qui ne soient pas du tirage à la ligne et de la redondance. Voilà. Je vais vous raconter une anecdote, en fait, qui explique un peu la genèse de cette forme-là. Et je ne sais pas si les lecteurs, les auditeurs de Radio Courtoisie ont été lecteurs du Figaro Magazine, pour ne pas le citer, il y a une 20aine d'années. Et dans chaque Figaro Magazine, donc hebdomadaire, vous aviez une chronique d'art contemporain qui était tenue par une critique d'art absolument démente, qui s'appelait Béatrice Comte. Et quand j'étais enfant, puis adolescent, on avait un rituel avec mes parents qui était tous les samedis de se lire en fin de repas à voix haute la chronique d'art contemporain de Béatrice Comte. Et donc qui analysait des œuvres qui étaient généralement, vous savez, des croûtes, oui, des installations d'art contemporain, des tableaux abstraits immondes, des carrés blancs sur fond blanc, des boîtes de conserve renversées, des choses comme ça, mais qui les analysait avec un vocabulaire d'une pédanterie qui était creux, c'était du vent, mais c'était dit d'une manière qui était tellement prétentieuse et jargonneuse que déjà petit, en gros, mes parents m'ont quand même appris à en rire parce que c'était ridicule. Et c'était une manière de ne pas être épaté par cette espèce de prétention, qui est quelque chose que j'essaye de beaucoup combattre dans ces chroniques, cette espèce de prétention des sachants. Oui, c'est ça. Oui. Vous savez que les sachants, on a un monde universitaire, un monde politico-médiatique qui est encore aujourd'hui tenu par la gauche, même si on dit beaucoup que la droite est en train de gagner la bataille des idées. Oui, la guerre n'est pas gagnée, on en est loin quand même. Et la gauche, elle impose cette espèce de mépris de classe permanent des sachants envers les non-sachants. C'est d'ailleurs que si vous trouvez que l'art contemporain, c'est de la mouise, hein, pour rester poli, en fait, vous êtes un beauf, vous êtes un plouc. Oui, bien sûr. Voilà. Et ça, dès tout petit, on m'a appris à ne jamais me fier à cette espèce de fausse gloire ou d'argument d'autorité. Oui, mais les sachants, d'ailleurs, utilisent, j'ai remarqué, souvent
construisent leurs phrases de manière pompeuse, utilisent des termes sophistiqués pour dire des banalités, voire des inepties. Mais ils font exprès de faire des phrases comme ça, tortueuses, j'allais dire, mais c'est même pas du bon français, si on peut dire. Et tout ça pour se donner... En fait, on a l'impression qu'ils cherchent à ce que le grand public ne les comprenne pas. Et ils doivent se dire, s'ils ne nous comprennent pas, ils doivent penser que nous sommes supérieurs à eux. Alors, on a cette impression. Il y a cette forme, bien évidemment, de supériorité qui rappelle un peu une espèce d'aristocratie dévoyée de l'Ancien Régime, mais qui est aujourd'hui tenue par principalement la gauche caviar et ses épicones de droite. En réalité, c'est totalement faux, parce que les plus grands écrivains français, les académiciens, écrivent un français limpide, simple à lire, ce qui n'enlève pas leur talent ou la belle plume qu'ils ont. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Mais c'est exactement ça, et ça c'est le grand génie français, et on a des siècles de grands prosateurs et de grands stylistes pour le prouver. Et dès qu'on tombe dans le jargon, on est face à littéralement une perversion du sens et des mots. Mais ça, c'est le fonds de commerce de la gauche. Si la gauche n'était pas en permanence, depuis sans doute des siècles, en train de pervertir le sens des mots pour pervertir les perceptions qu'on a de la réalité, la gauche serait juste une espèce de groupuscule ou de secte qui serait jamais parvenue nulle part au pouvoir. Ce n'est que par le mensonge et la perversion du sens que la gauche peut régner, uniquement. Alors moi, je tombe sur une chronique de 2021 pour dire un petit peu les sujets qu'on aborde. Là, on parle de la municipalité écolo à Lyon. Oui. Alors, la municipalité écolo à Lyon et son maire fort désagréable qui s'appelle Grégory Doucet avait décidé de faire une grande enquête sociologique, là encore, sur les cours de récréation, parce que les cours de récréation étaient genrés et au détriment des filles, bien évidemment. Donc il y avait l'idée de réinvestir les espaces des cours de récréation. On l'a fait en Alsace aussi, hein. On l'a fait. C'était aussi des écolos, d'ailleurs. On l'a fait à Strasbourg, bien évidemment, et dans d'autres. Et vous avez l'idée, là je cite des documents de la mairie écolo de Lyon, l'idée est donc de réaménager ces espaces pour favoriser un accès égal à tous les habitants, faire en sorte que les femmes se tournent aussi vers ces installations et s'y sentent à l'aise. Là, c'est les installations sportives. Et vous avez toujours, alors voilà, ces impensés relèvent d'une ville un peu androcentrée. Voilà. Les villes ont beaucoup été pensées et construites par les hommes. Ça veut dire que les ouvriers qui ont construit des villes, ça s'échelonne sur des siècles, ont fait exprès de construire les choses, les voies, les routes, les trottoirs et les immeubles, de manière à nuire aux femmes. Vous imaginez petit peu cette espèce de complot éternel. Leur cerveau ne tourne que pour ça. C'est l'obsession. Évidemment. Et donc ça fait partie des fadaises qu'on nous présente comme des espèces de vérités révélées par la sociologie universitaire, que j'entends tourner en ridicule. Voilà. Alors, je précise que votre livre, donc, les chroniques ne sont pas chronologiques. Vous les avez... Elles sont d'abord thématiques. Ouais. Voilà. Donc, vous avez sélectionné 4 thèmes. Politique, immigration, racisme, antiracisme. Alors, donc c'est par thème comme ça. Et puis, vous, dans le chapitre politique, tout le monde y passe. Hein. Donc, vous venez de citer un maire écolo. Moi, une de mes préférées, par exemple, c'est, puisqu'on est dans les registres des maires, c'est... Une chronique que vous consacrez à Madame Hidalgo. Vous savez que dans cette émission, c'est un peu notre tête de turc, si on peut dire. On en parle Hidalgo. Souvent d'Anne Hidalgo. J'ai beaucoup d'affection, de la mauvaise affection en réalité, pour être honnête, pour Madame Hidalgo, que j'insulte, je le cache pas, 50 fois par jour, chaque fois que je suis derrière comme mon n'importe volant. Quel automobiliste à Paris. Hein. Et donc, elle ne m'en voudra pas. Hein, donc, bon. Et donc, vous consacrez une chronique à Madame Hidalgo qui s'appelle « Hidalgo, animateur multi-usage d'un espace à forte sollicitation d'usagers. Mairie de Paris, quoi ?» Oui, voilà. Donc, Mairie de Paris, quoi Vous adoptez un peu leur façon de parler. Et donc là, donc de quoi il s'agissait? Alors là, il s'agissait d'une... vous allez nous en parler. Donc, c'était... si je me souviens bien, parce que je l'ai lu il y a un certain temps, sur... C'était une compilation. Oui, une compilation des absurdités de Madame Hidalgo. Oui, c'est ça. Alors, donc, il y avait été faite... LGBT qui y passent,
Mais je me souviens qu'elle m'avait fait beaucoup rire, cette chronique. Alors dedans, on parle d'un sujet que j'avais traité dans une autre chronique qui sera dans le tome 2, parce qu'on peut déjà dire qu'il y aura un tome 2. On avait parlé de la reconstruction, enfin pas de la reconstruction, mais du réaménagement de la place du Panthéon. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu la rive gauche et le cœur de Paris, le Panthéon a été ravalé, ça c'est très bien, il est beaucoup moins sale qu'avant, mais tout autour, vous avez, au début, on a cru que c'était quelque chose de provisoire. Mais je vais vous en parler dans quelques minutes. Oui, on va faire. Puis moi, j'aimerais lire 2-3 lignes de cette chronique qui m'avait fait beaucoup rire. Mais d'abord, le Bobino. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors, vous disiez, à propos d'Hidalgo. Non, place du Panthéon, en gros, c'était un réaménagement qui avait mis des espèces d'immenses blocs de pierre pour servir de bancs, qui y sont toujours, et puis des surfaces en bois, un peu inclinées, qui font penser à un skatepark, qui ne servent on ne sait pas à quoi, parce qu'il n'y a pas la place de faire du skateboard, et que c'est dangereux vu qu'on risque de se tuer avec les espèces de bancs en marbre à côté. Et c'est devenu extrêmement laid. Alors vous me direz qu'avant, c'était des places de parking, d'accord, mais là, c'est de la laideur. Et c'est de la laideur qui est surtout vendue comme, alors je vous cite, c'est un lieu pacifié et multi-usage. Alors pacifié, on ne comprend pas pourquoi le fait de mettre des bancs en marbre est une pacification d'un territoire. C'était pas dangereux avant le Panthéon, il y avait des places de parking. Mais alors il est vrai que pour Hidalgo, la voiture et les automobilistes sont des amateurs de violence. Et donc pacifier, c'est retirer la voiture et mettre des bancs à la place. Voilà. Parce qu'en fait, vous n'avez pas compris, parce que la voiture pour Madame Hidalgo, la voiture est un missile nucléaire, vous comprenez ? Donc pacifier contre l'agression des voitures, c'est ça qu'elle voulait dire. Alors elle avait inventé aussi quelque chose qu'elle appelait les parkings de dissuasion. Oui. Je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un parking de dissuasion. Là, elle utilise des termes de guerre, dissuasion. Oui, on a absolument. Dissuasion nucléaire. Un parking de dissuasion, on peut imaginer que c'est une place de parking avec des clous intégrés qui crèvent les pneus de votre voiture. Donc vous n'êtes à jamais dissuadé de vous y garer. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Alors vous dites dans votre livre, je vous ai donc réservé une frappadingue de compétition classement mondial. Vous l'aurez reconnu, il s'agit d'Anne Hidalgo. Gentille organisatrice du club à bobo gauchiste et clandestin qu'elle aimerait que Paris devienne. Le désastre nihiliste qui est l'horizon de son programme de maire est d'abord une catastrophe intellectuelle, une profanation de la langue. Travestir la réalité, la masquer, la subvertir derrière un jargon où la pédanterie le dispute à la condescendance, mais où le ridicule l'emporte toujours haut la main. Avec bonheur, le maire LR du 5e arrondissement, Florence Berthoud, a fait répertorier dans une petite brochure les morceaux choisis de la prose hidalgaesque, composant un dictionnaire hors sol pour comprendre Hidalgo. Bref, je ne vais pas continuer parce que ça peut être long, mais tout est comme ça. Mais il y en a d'autres comme ça qui sont sympathiques. Toutes les chroniques sont drôles, mais certaines, moi, m'ont un peu plus amusé. Il y a celle de Kadyrov. Celle de Kadyrov. Notre ami Kadyrov. Notre ami Kadyrov notre ami Kadyrov. Alors on précise bien évidemment que là on est dans l'ironie. Vous l'intitulez Macron démission, Kadyrov président. Kadyrov président. Alors vous décrivez Kadyrov, c'est extraordinaire. Alors Kadyrov, en fait, pourquoi ? Parce que on a toujours besoin un petit peu de rigoler avec les dictateurs. Et pourquoi ? Parce que, bien évidemment, tout ce que je dis est à prendre au 2e, 3e, 4e, 10e degré. Mais les dictateurs ont ce talent qui est de n'avoir aucune conscience du ridicule et donc d'aller toujours trop loin dans la démesure. Et alors surtout quand on parle des dictateurs tchétchènes. Parce que les Tchétchènes, quand même, ce peuple montagnard et un brin vindicatif, ils sont censés être adeptes de l'islam soufi, vous savez, le soufisme, tolérance, le mysticisme. Vous dites bien, ils sont censés, parce que c'est le contraire du soufisme, les Tchétchènes. Et en fait, j'expliquais à un moment, donc il y a quelques années déjà, que Macron, c'était quand même la quintessence de la mollesse et des mauvais choix, dans tous les domaines d'ailleurs, et qu'à la place, il nous fallait un homme à poigne, et je prenais pour contre-exemple Kadyrov, qui a des pratiques qui sont assez sympathiques. Oui. En particulier ses pratiques vestimentaires, en particulier ses cadeaux quand il est invité à des noces de Tchétchènes, il arrive avec des lingots d'or en cadeau pour les mariés, qu'il jette dans la foule comme ça. Il a des tigres, il aime beaucoup les grands fauves, des tigres et des lions.
Et puis, il y a ce côté, en fait, sorti d'une BD de Tintin. Oui, Et c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. C'est une espèce de général Tapioca des montagnes du Caucase. Et quand même, ces figures-là, on les met pas assez en avant, déjà pour en rigoler. Alors, on a la chance d'en rigoler parce qu'on ne vit pas en Tchétchénie ni à Grozny, heureusement pour nous. Mais en fait, c'est aussi la percussion de deux mondes. C'est-à-dire que vous avez le monde réel, qui est un monde hyper violent, qui est un monde où les humains sont globalement bêtes et cruels. Et puis, vous avez le monde éthéré des macronistes. Et où, globalement, depuis que Macron a été élu, tout est censé aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'était censé être le Mozart de la finance. Hein. Oui, on a vu dans quel état est la France 7 ans plus tard. Et en fait, voilà, c'était un peu le dictateur et les dictatures, les républiques bananières. C'est un retour réel. C'est le retour du réel qui dit que non, le monde est très méchant et que Macron ne va rien y changer. Il va même un petit peu aggraver les choses, d'ailleurs, par son incompétence et sa coupure des réalités. Mais enfin bon, en tout cas, votre description de Kadyrov, d'ailleurs ce que vous dites n'est pas faux, mais vous avez un don de le décrire en le caricaturant, même pas, j'allais dire en le caricaturant, non, vous ne le caricaturez pas, vous le décrivez tel qu'il est. C'est lui-même qui est comique et vous décrivez enfin comique, tragicomique, j'allais dire. Oh, je peux vous en lire un ou deux passages. Oui, si vous voulez. je veux bien, oui. Kadyrov cruel, oui peut-être, mais kitsch. Son palais est une pièce montée dégoulinant de marbre rose et de moulures dorées, et son tigre de compagnie, ça c'est véridique, son tigre de compagnie l'y attend docilement. Amateur de grands félins féroces, il parlait ainsi d'un lionceau reçu en cadeau en 2005. « Un jour, je lui apprendrai qui est le maître. Soit ce lion me tuera, soit il apprendra à obéir. » Kadyrov est aussi un grand enfant. Vissé à son compte Instagram, qu'il alimente régulièrement. Alors depuis, le compte Instagram a été supprimé, parce que ça enfreignait les règles de la communauté. Sûr, hein. Donc vissé à son compte Instagram, qu'il alimente régulièrement, comme Jacouille la fripouille découvrant le téléphone, il s'y met en scène en tenue traditionnelle. Tantôt Hadji Mourat halluciné, la main sur la garde du yatagan, tantôt en armure turque. Il exhibe ses armes, souvent plaquées or, prestige oblige, du Makarov 9 mm à la calage de cérémonie. Il maîtrise un crocodile à main nue, il soulève de la fonte en tenue camouflée. Il s'entraîne à des sports de combat qui font perdre des neurones par poignée. Il manifeste contre Charlie Hebdo en doudoune sans manches. Il invite des vedettes comme Depardieu, Tyson, Van Damme ou Steven Seagal. Des homosexuels en Tchétchénie, persécutés, séquestrés, torturés. S'il y a des gays en Tchétchénie, emportez-les au Canada, répond-il à un journaliste américain. Voilà, donc c'est quelques traits de ces figures qui sont en effet qui sont risibles en elles-mêmes, quoi. Alors, il y a une autre chronique que j'aimerais évoquer, parce qu'elle est elle a été plus ou moins d'actualité il y a quelques temps. C'est Montre-tout, banlieue de Dallas. Parce que rien que le titre déjà est drôle, parce que Montre-tout, comme les auditeurs peuvent le savoir, était la résidence de Jean-Marie Le Pen, qui est devenu après plutôt son bureau, parce qu'il résidait avec sa femme à Rueil-Malmaison. Et vous titrez ça « Montre-tout, banlieue de Dallas ». Allusion probablement, enfin pas probablement, on sait, allusion à la série télévisée Dallas, parce que il s'agissait donc du conflit on va dire, entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Et sa fille, qui a mené en fait à l'exclusion, qui a eu lieu un petit peu après. Cette chronique date de 2015 et qui a mené à l'exclusion du Front National de Jean-Marie Le Pen par sa fille, qu'elle évoquait d'ailleurs récemment à l'occasion de la mort de son père, en disant dans une interview qu'elle ne se pardonnait pas. Et donc il y a en fait quelque chose d'un peu tragique dans cette espèce de relation à la fois père-fille, donc familiale, mais aussi politique, mais qui a emprunté des chemins un petit peu risibles aussi à l'époque. Et alors là, c'est vrai que j'ai dressé l'analogie avec Dallas, avec J.R. Ewing, qui était le pétrolier texan absolument imbuvable, qui manipulait toute sa famille. Alors vous sous-titrez à un moment « Seul Nabila pourra arbitrer ce déchirant affrontement télédiffusé ». Alors pourquoi Nabila ? Expliquez un peu aux auditeurs de Radio Courtoisie pourquoi vous avez évoqué Nabila. Alors parce que... Je rappelle que Nabila était une figure de la télé-réalité un peu caricaturale. Oui, Bref, parce que un peu, c'est peu dire. En fait, là, on était à une époque d'affrontement par médias interposés et de lavage de linge sale en famille. C'est ça. Donc Jean-Marie... Comme une série, un feuilleton de télé-réalité. De télé-réalité d'assez mauvais goût, et où chaque média d'ailleurs essayait de tirer son épingle du jeu. Les médias grande tendance allaient essayer de
de forcer Marine Le Pen à désavouer son père, et certains autres médias comme Rivarol allaient forcer le père à dire que sa fille était indigne. Et l'ensemble, en fait, était alimenté par certains profiteurs, on va dire, et ça a donné une tournure absolument gaguesque. Et j'ai pensé à l'époque que mieux valait en rire, en fait, parce que il y avait un côté assez dommage et assez tragique dans cette histoire-là, déjà pour le camp national, dont nous sommes quand même des militants et des convaincus. Mais derrière tout ça, il y avait quand même l'hommerie qui réapparaît partout où il y a de l'homme, et avec ses travers, avec ses ridicules. Et ça s'était transformé en effet en grand love story, et c'était un peu piteux. Quand même. Et comme toujours, vous préférez en rire plutôt que de vous en offusquer. Écoutez, en rire, j'essaye de jamais avoir le rire méchant. Je peux avoir le rire cassant, je peux avoir le rire qui met des tacles, qui met des balayettes. Mais c'est uniquement dans un but de combat pour la France et de combat politique. J'essaye de ne jamais être dans la dérision méchante. J'essaye toujours d'être dans la dérision qui est dans les termes du combat politique. Voilà. Après, j'ai des têtes de Turcs, je les aime bien, mais on disait BHL tout à l'heure, il y en a plein d'autres, des têtes de Turcs. Hidalgo, Sandrine Rousseau, les écolos en général, Macron, bien évidemment. Mais mon but, c'est l'exact inverse de la dérision de la gauche. De la dérision qu'on a avant Canal+, maintenant l'émission Quotidien avec l'abject Yann Barthès, qui se moque toujours, lui le sachant et lui l'homme de pouvoir médiatique, qui se moque toujours des plus faibles et des cibles les plus faciles. Et ben voilà, moi j'essaye de prendre l'exact contre-pied. Cette émission est terminée, je vais juste citer réciter ce que dit de vous Bernard Anthony, c'est très flatteur et j'aimerais conclure sur ça. Pierre-Henri est un formidable intercesseur politico-littéraire à la croisée des chemins de nos écrivains les plus chers dans l'amitié française, parmi lesquels Alexandre Dumas, Lavarande et Barbé d'Aurevilly, Jacques Perret et Roger Nigné et les autres hussards, sans autres encore et surtout sans oublier plusieurs lumineux penseurs de l'enracinement, les Gustave Thibon, Louis Salleron, Marcel de Corte et la merveilleuse Simone Veil, la bonne Simone Veil. Très flatteur. Oui, très et flatteur. j'adresse encore toute ma gratitude et tous mes remerciements à Bernard Anthony, parce que c'est lui qui m'a permis d'avoir une chronique dans sa revue Reconquête, qu'il en soit éternellement remercié. Merci Pierre-Henri, et donc je rappelle le titre de votre livre, SOS Zinzin, chronique politique et satirique aux éditions Godefroy de Bouillon. Vous pouvez les lire et éclater de rire. Tome 1, à bientôt chers auditeurs.